Force est de constater que la situation elle évolue peu depuis le début de l'été, mais ce sont encore et toujours les Russes qui grignotent du terrain, notamment dans le Donbass. Hier, sur le front Avdiivka-Pokrovsk, 2 km² ont été perdus. Aujourd'hui, c'était 1 km² de plus. Et kilomètre carré par kilomètre carré, les pertes sont évidemment conséquentes. Un exemple concret, on a passé la nuit dernière sur une base militaire avec une brigade qui se bat à Krasnogorivka. Les Russes ont désormais 70% de la ville. Il ne reste quasiment que des ruines. Et il nous expliquait la veille, eh bien, on a encore perdu une position combat très difficile au point que le ravitaillement sur les premières lignes est quasi impossible. Ils doivent apporter l'eau, la nourriture, les munitions avec des drones vampires. Et imaginez pour limiter les pertes humaines. Les raisons, elles sont toujours les mêmes. Infériorité numérique, les Russes sont plus nombreux et face à cela, les Ukrainiens ont bien du mal à créer de nouvelles brigades. Et puis infériorité en termes de munitions, on le sait, il y a de l'aide occidentale qui est arrivée, mais elle arrive très lentement. On était il y a quelques jours avec des artilleurs, cette fois dans les secteurs de Toretsk. Ils n'avaient plus que 3 munitions pour toute la journée. Alors on a dû attendre énormément pour assister à un ordre de tir, puisqu'il faut être assuré des coordonnées de la cible, assuré du tir. Et puis cette aide occidentale, on a été surpris, mais n'est pas toujours optimale. Les obus flambant neufs que ces artilleurs avaient, eh bien, ils étaient en partie en plastique, ils se coinçaient dans le canon. Alors il s'agissait d'obus 152, donc pas des armes, des munitions aux normes de l'OTAN, mais tout de même. Et ils nous ont expliqué qu'évidemment, ils perdent en efficacité, mais ils ajoutaient, eh bien, c'est mieux que rien. Merci beaucoup à Claire Cambier et Charlotte Lefetté, nos envoyées spéciales ce soir en Ukraine, qui n'ont pas dormi, qui sont sur le front à suivre évidemment les troupes ukrainiennes pour nous faire ces remontées de terrain extrêmement précieuses. Est-ce que Zelensky, face à cette situation qui ne bouge pas, mais qui empêche donc les Ukrainiens de reconquérir leur territoire, est en train de craquer? Je me pose la question, colonel, au vu de cette main tendue aux Russes par le président ukrainien. Je pense que nous sommes prêts à organiser le 2e sommet pour la paix en Ukraine le plus tôt possible. Et je pense que des représentants de la Russie devraient être présents lors de ce 2e sommet. Aveu de faiblesse ? Peut-être, en tout cas oui, c'est une étape très importante. C'est-à-dire que pour la première fois, il admet la possibilité de négociation, tout simplement. Un sommet de la paix avec l'ennemi, ça s'appelle des négociations. Donc il envisage sérieusement, sans passer par les objectifs de victoire qui étaient définis auparavant. C'est-à-dire qu'il a un peu fait certainement le deuil de la reconquête des territoires occupés par les Russes et il envisage pour le point de novembre, ce qui n'est pas anodin, un plan de paix, c'est-à-dire concrètement une proposition d'arrêt des combats. Alors, on en est encore très loin. Sur quel territoire? Parce qu'il avait laissé entendre il y a quelques semaines qu'il serait illusoire de croire qu'il pouvait reconquérir le Donbass, la Crimée. Est-ce qu'il est prêt aussi à laisser tomber les oblasts de Zaporijjia et en partie de Kherson? Tout ça, c'est la principale question en réalité. Et c'est là où il y a des points d'incompatibilité. Alors pour l'instant, toutes les négociations les débuts de pourparlers qui ont cours sont sur des sujets plus techniques. C'est-à-dire qu'on essaie de construire un peu un processus de paix, c'est-à-dire par en bas. Donc on va travailler sur la liberté de navigation en mer Noire, sur les échanges de prisonniers, sur des choses comme ça, avant peut-être d'arriver à l'idée au moins d'un cessez-le-feu ou d'un armistice, mais sur quelle base? Ça c'est là évidemment qu'est le point sensible. Du côté russe, Poutine l'a dit très clairement, il ne cédera rien pour l'instant. En tout cas, rien des territoires qui ont été conquis, dont on rappelle qu'ils ont été annexés officiellement par la Russie. Ils font officiellement, du point de vue russe, font partie de la Russie. Et donc, il n'est pas question pour Vladimir Poutine de céder quoi que ce soit là-dessus. Peut-être cédera-t-il quelque chose sur d'autres domaines, peut-être l'acceptation que finalement l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Ça paraît difficile, mais
à la limite, pourquoi pas, que le régime, en tout cas, que le régime ne change pas. La fameuse dénazification, c'est-à-dire le changement de régime, ne change pas, on ne sait pas. Mais toujours est-il que, voilà, pour l'instant, les positions sont quand même très difficiles à concilier. Oui, on voit bien qu'il n'y a aucune volonté de conciliation de la part des Russes. Écoutez la réponse du porte-parole du Kremlin à cette main tendue de Volodymyr Zelensky. Le premier sommet pour la paix n'était pas du tout un sommet pour la paix. Donc visiblement, il faut d'abord comprendre ce que M. Zelensky entend par là. Est-ce que cette fin de non-recevoir, elle est due au contexte géopolitique international et la victoire potentielle, il faut toujours rester très prudent, de Donald Trump aux États-Unis? Bien sûr, tout est affaire de perspective dans ces affaires. Est-ce que sur le terrain, on a une perspective de gagner, d'obtenir une victoire sur le terrain? Est-ce que, en gros, voilà la question que tout le monde se pose, quelle sera, à quoi ressemblera la fin de l'année, voire l'année 2025? Et en réalité, il y a véritablement deux scénarios possibles. Il y a une point de bifurcation au mois de novembre assez clair, selon le résultat de l'élection présidentielle américaine. Et donc, en réalité, voilà, il est peut-être un peu vain d'espérer avoir un accord de paix d'ici là, quoi. Les choses sont simples. Biden est réélu. L'Ukraine peut espérer sur la durée voir se renforcer l'aide américaine, l'aide européenne, voir se renforcer son armée et peut-être avoir, et on y revient à la notion d'espoir, avoir l'espoir d'obtenir une victoire militaire en 2025. Soit c'est Trump qui est élu, et dans ce cas-là, il apparaît d'ailleurs assez clairement, et de plus en plus, quand on regarde notamment le colistier qui a été choisi et qui est très, très, très clairement isolationniste et ne veut pas entendre parler de l'Ukraine, les choses seront très différentes et que le soutien américain deviendra très certainement beaucoup plus problématique. Alors évidemment, l'année 2025 pour les Ukrainiens n'est pas du tout la même, et pour les Russes aussi bien sûr, n'est pas du tout la même selon ces deux scénarios. Donc en réalité, il est probable que de tout point de vue, d'un point de vue militaire, d'un point de vue politique, diplomatique, les choses se dénouent, ou en tout cas seront peut-être un peu plus claires à la fin de l'année. Oui, c'est l'avenir de l'Ukraine qui se joue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à travers cette présidentielle américaine. Alors, vous parliez à juste titre du colistier choisi par Donald Trump. Il y a un message qui est envoyé avec le choix de cet homme, James David Vance, qui place l'Europe devant ses responsabilités. Le candidat républicain est isolationniste. Il veut mettre fin à l'aide à l'Ukraine. Alors, il prendra la parole ce soir. Alors, c'est en pleine nuit pour la France, vers 4h du matin. Est-ce que l'arrivée potentielle, alors je vous pose la question de manière plus précise, de ce duo au pouvoir signera la fin de la guerre en Ukraine? Ça signera très probablement la fin de l'aide à l'Ukraine, ce qui ne signifiera pas forcément la guerre, la fin de la guerre. Mais les États-Unis sont bien évidemment le soutien principal de l'Ukraine, le soutien matériel principal. Mais les États-Unis, comme souvent, c'est l'allié principal. C'est l'allié indispensable, mais c'est un allié qui est, hélas, assez changeant et volatile. Il faut demander aux Vietnamiens, aux Sud-Vietnamiens ce qu'ils en pensent, ou même aux Afghans ce qu'ils en pensent. Une aide importante et essentielle peut d'un seul coup s'arrêter. Et là, les choses, évidemment, changent. Quand on affronte les Américains, on dit souvent qu'il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre la bonne élection, le bon président, et puis la politique va changer d'un seul coup. Donc il faut être patient. Et donc les Russes ont été patients, sachant que évidemment les choses allaient probablement changer à un moment donné. Eux jouent sur la durée, et la durée, les Américains ne jouent jamais sur la durée. Le président Nixon disait, notre politique, les Russes ils réfléchissent à 10 ans, les Chinois ils réfléchissent à 100 ans éventuellement. Nous, Américains, nous réfléchissons à 4 ans. Grand maximum, notre politique, c'est limite à 4 ans. Donc il est probable, oui, qu'il y aura des changements majeurs.
pour l'Ukraine, pour l'Europe aussi, pour l'OTAN. Alors déjà parce que le sort de l'Ukraine nous intéresse, nous, Européens, au premier chef. Et puis ensuite parce que vont se poser aussi des questions sur l'alliance militaire américaine, sur la présence militaire américaine en Europe, également sur le rôle des États-Unis dans l'OTAN, enfin sur l'avenir de l'OTAN pour de l'alliance atlantique d'une manière générale. Donc oui, c'est un enjeu qui est extrêmement important du point de vue de politique internationale. On leur rappellera que c'est pas le vice-président qui fait la politique. Hein. Et le vice-président aux États-Unis, il est quand même là au cas où le président disparaîtrait. Et bon, ce qui d'ailleurs. Mais ils sont alignés idéologiquement oui, bien sûr. sur leur vision du monde. Tout à fait. Du côté de Vance, on a même une vision un peu plus. Autant Trump peut avoir, une grande marge d'incertitude. Oui. On va dire comme ça, autant du côté de son vice-président, enfin potentiel vice-président, les choses sont évidemment beaucoup plus claires.